Alors, nous pouvons donc démarrer. Alors, la première diapo que je vous présente nous montre un peu l'évolution de l'organisation du travail à travers les différents régimes économiques qui ont traversé la Martinique. Donc, on peut commencer la première colonne. C'est l'économie agricole et l'économie de plantation. Ce qui compte, c'est la force humaine, la force de travail. L'heure de main-d'œuvre directe est donc l'indicateur, l'élément pour mesurer la performance. Ensuite, nous sommes passés à l'ère de l'économie industrielle. C'est l'heure de la machine, le cheval vapeur. Donc, leur machine va être l'élément pour mesurer la performance, c'est-à-dire le temps pendant lequel la machine tourne, avec la machine à vapeur évidemment. Et enfin, aujourd'hui, nous sommes donc à l'heure de l'informatique, avec l'ordinateur. Le bit devient l'unité pour mesurer le travail que fait chaque individu. Les mégaoctets par seconde devient l'élément pour mesurer finalement la performance du système. Alors, on peut voir l'évolution des métiers. Si on prend par exemple l'encadrement, dans l'économie de plantation, on avait le maître ou le gérant, l'économe, le maître du moulin, le maître raffineur, le chef cabruitier. Au niveau de la maîtrise, le commandeur, le cabruitier, le raffineur, le nègre à talons, l'ouvrier et finalement le manœuvre. Et si on reprend la même configuration dans l'économie industrielle, on retrouve donc au niveau de l'encadrement le PDG, le directeur administratif et financier, le directeur technique, le directeur commercial, l'ingénieur, l'agent de maîtrise, le technicien, l'employé, l'ouvrier et surtout l'ouvrier spécialisé. À l'heure du numérique, la configuration des emplois change radicalement. Je dois aussi vous dire que les métiers que nous avons aujourd'hui, dans 10 ans, n'existeront plus. Les métiers vont être complètement reconfigurés par le fait de l'informatique. Il y a déjà quelques prémices importants. On voit par exemple l'émergence du directeur de e-commerce, du directeur de e-finance, le manager CEO, le data scientist, l'ingénieur en intelligence artificielle, le coach de robots pour la maîtrise, le technicien en énergie renouvelable, le soignant en intelligence artificielle, le vidéaste des jeux vidéo, le chef de projet web, l'ouvrier du web. On voit que tous ces métiers, il y a 15 ans, n'existaient pas du tout. Et donc, nous sommes en train de vivre un changement radical en matière donc d'organisation du travail. Et ce changement que nous sommes en train de vivre va impacter inéluctablement sur la manière de diriger les hommes dans les organisations. Car en fait, nous passons du business de l'intelligence à l'organisation intelligente, à l'agent intelligent et finalement au poste intelligent. Alors, dans le mot intelligent, le mot que je cite souvent, le mot intelligent, ça veut tout simplement dire l'information. Donc, le modèle du business aujourd'hui est fondé sur la maîtrise de l'information. Celui qui maîtrise l'information a tout le pouvoir. Ce n'est même pas celui qui maîtrise l'argent, mais celui qui a le pouvoir. Parce qu'avec ce pouvoir, il fait jouer toutes les stratégies possibles de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que cela peut donc nous permettre de faire fonctionner les organisations? Ce que je voulais vous dire, en tout cas, ce que j'ai l'intention de vous dire ce soir, c'est que le digital libère l'homme de la servitude du travail répétitif. La digitalisation n'est rien autre, il n'y a rien de magique, c'est tout simplement l'automatisation des tâches répétitives. Tout ce qui est répétitif, on le donne aux algorithmes, aux programmes informatiques et qui le font mieux que l'homme. Et finalement, on va libérer l'homme pour que l'homme puisse innover, puisse créer, puisse réfléchir. Ce qui est complètement l'antithèse de l'organisation scientifique du travail de Taylor, que nous avons connue dans l'ère industrielle. L'ouvrier n'avait pas le droit de réfléchir. Okay? L'image de Chaplin dans les temps modernes nous montre très bien comment l'ouvrier est abruti par le fait justement qu'il fait le travail répétitif. Aujourd'hui, ce travail,
on le donne à l'algorithme et finalement, on libère le collaborateur. C'est donc un point très important. Pour arriver donc à maîtriser cette servitude du travail répétitif, eh bien, il faut maîtriser les 5 sauts numériques par l'innovation destructrice pour atteindre finalement la maturité du digital. Alors, la maturité digitale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasiment tous les postes, tous les emplois sont connectés, sont interconnectés également entre eux. Pour arriver à ce niveau, il faut donc faire un certain nombre d'efforts. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, la situation particulière de la Martinique. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est que la Martinique vit une très grande mutation qui est en train de se passer devant nous. La Martinique est en train de passer donc de l'économie agricole à l'économie de services. Malheureusement, au niveau donc de la gestion des organisations, au niveau de la maturité digitale des métiers, on n'y est pas encore. Et on comprend bien les efforts que font les administrations pour proposer des conférences, pour proposer des salons comme ceux-ci, qui sont en fait des moyens pour faire prendre conscience aux uns aux autres que nous sommes en train de vivre quelque chose de nouveau et de ne pas trop hésiter à s'engager, surtout pour les chefs d'entreprise, à reconfigurer vos métiers dans les organisations. Et tout ça va donc nous permettre de voir quelques orientations qui vont nous permettre de valoriser les emplois par le digital. Voilà le sommaire que je vais essayer de développer très rapidement. Alors, la digitalisation des organisations, je vous disais, n'est autre chose que l'automatisation des tâches les plus répétitives et rébarbatives de manière à améliorer la productivité du travail à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est-à-dire que même le travail du cadre, dans la part répétitive, vaut mieux donner cette part à l'ordinateur de manière à pouvoir libérer l'innovation. Cela suppose que l'on reconfigure complètement les organisations. Reconfigurer, ça veut dire donner une nouvelle structure. Les structures hiérarchiques que nous avons connues jusqu'ici vont certainement prendre un grand coup. Alors, cette reconfiguration met sous tension les 5 sauts de la transition digitale, c'est-à-dire les télécoms, l'e-commerce, les services financiers mobiles, l'e-gouvernance et les plateformes collaboratives. Donc, sur ces 5 sauts, quel est l'état des lieux de la Martinique aujourd'hui? Où en est la Martinique? Ces 5 sauts sont soutenus par 3 piliers: l'innovation numérique, les infrastructures et le capital humain, surtout la formation donc, du personnel au digital. Et enfin, l'intégration des marchés avec l'élément central, la conquête de l'information. Le Forum économique de Davos de 2017 annonçait déjà que le digital va supprimer plus de 7,1 millions d'emplois et cette perte va être compensée par la création de 2 millions d'emplois seulement. Pourquoi? Eh bien parce que l'ordinateur va faire beaucoup de dégâts en termes de reconfiguration si on ne fait pas attention, mais si on fait attention, on va gagner plus en progrès, on va gagner plus en productivité. Alors, ce qui suppose qu'il y ait donc de l'innovation destructrice, c'est-à-dire l'innovation qui remet en cause les conventions culturelles existantes. L'impact réel de la digitalisation sur les organisations du travail a été mesuré par un certain nombre de cabinets de conseil. Le document que vous avez sous les yeux, c'est le travail qui a été fait par Deloitte en 2016, alors, qui nous montre que finalement, en France, 54% de l'échantillon des directeurs du personnel sur les 2000 personnes qui avaient été consultées estiment avoir réussi en France à minimiser les processus manuels de leurs employés grâce à des initiatives digitales, que 65%
déclarent disposer de plus de systèmes efficaces et simples à utiliser. Mais si on pose la question aux uns et aux autres, c'est quoi le digital dans les organisations? Vous voyez que les réponses ne sont pas unanimes. 32%, donc le plus grand score, pour eux, le digital se réfère à toutes les activités liées à l'innovation technologique. Mais en fait, le digital, résumons-nous, c'est tout simplement le fait d'automatiser les tâches les plus rébarbatives, les plus répétitives, pour libérer la créativité. Le digital est une source de création de richesse nationale. C'est vrai, si on voit le poids du digital dans la richesse nationale des différents pays les plus riches du monde, la France par exemple, qui nous concerne, en 2011, le poids du digital, ce que rapporte le digital à l'économie française, 2,9% du PIB en 2011. 2 ans plus tard, 5,5%. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé encore la donnée. Mais on sait que le digital contribue de plus en plus maintenant à apporter de la richesse aux nations. Aux États-Unis, les métiers les plus menacés par le digital, ce sont les métiers dans lesquels il y a peu de relations empathiques. Alors, les relations empathiques, c'est quoi? On parle d'une relation empathique entre deux individus, mais c'est un peu savoir que ce qu'autrui est en train de faire, si c'était moi qui le faisais à sa place, est-ce que j'aurais supporté ce qu'il fait? C'est un peu ça. Donc, dans cette relation, les métiers les plus menacés par le digital, donc qui vont être rapidement automatisés, on voit bien, par exemple, démarcheurs téléphoniques, dactylographes, secrétaires juridiques, etc., etc., c'est-à-dire le travail répétitif. Alors que les métiers les moins menacés sont les métiers dans lesquels il y a plus de relations empathiques. Autrement dit, le digital nous emmène vers plus d'empathie dans les relations entre les individus. Une autre enquête en France où l'on prévoit que 3 millions d'emplois que nous avons aujourd'hui vont disparaître d'ici 2025. Et on montre les emplois les plus exposés donc à l'automatisation par rapport aux métiers les moins exposés, toujours dans cette relation d'empathie. C'est vrai qu'il ne s'agit pas tout simplement de modifier les postes qui existent, mais le digital apporte des nouveaux profils d'emploi qui n'existent donc pas du tout et qu'il va falloir créer. On voit que pour la plupart de ces métiers, entre 2017 et 2018, où l'enquête a été faite, eh bien, ce sont des métiers extrêmement rémunérateurs. Quelques profils qui se dégagent dès 2018, qui se sont dégagés depuis 2018, les appellations un peu étonnantes, technicien d'énergie renouvelable, coach de robots par exemple, et ce que vous avez entre parenthèses, c'est le nombre d'emplois estimés. Ingénieur en intelligence artificielle, vidéaste de jeux vidéo, soignant en intelligence artificielle, ouvrier du web, etc. Vous voyez par exemple que les profils de ces emplois n'ont rien à voir avec les métiers que les organisations avaient d'il y a 3 ou 4 ans. La situation de la Martinique. L'économie est devenue une économie de services où les services marchands représentent plus de 49% de la richesse du pays ou de la région. Et ceci de manière constante depuis 2005. Ce graphique n'est pas de moi, il est de l'IEDOM dans le rapport de 2018. Donc on voit très bien que les services marchands occupent une place prépondérante et de façon constante. En termes d'effectifs par salarié, le secteur tertiaire regroupe à lui seul plus de 85% de l'emploi salarié en Martinique. Toujours les sources du l'IEDOM dans le rapport de 2018. Ceci
y compris si on prend 2 années, 2017 et 2018, pour rester dans un temps relativement court, on voit bien que l'essentiel de l'emploi, 49%, se crée non pas dans les secteurs traditionnels, mais dans le tertiaire. Les 5 sauts du numérique. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, en matière de télécom, il y a beaucoup de progrès puisque à partir de 2019, il y aura 1900 kilomètres de câbles de fibre optique qui vont être déployés autour de la Martinique et la Guadeloupe. On sait aussi qu'aujourd'hui, 80% de la population est couverte en 4G. Ça, c'est dans les télécoms. Autrement dit, il y a des progrès importants et la collectivité investit beaucoup dans ces télécommunications. Dans l'e-commerce est en train de se développer à grands pas. Dans les services financiers mobiles, on peut juste regretter qu'à peine 6,1% des entreprises de Martinique ont des comptes Facebook ou des comptes Twitter. Ce nombre qui est relativement faible, mais est quand même en avance, en tout cas devant les régions comme l'Alsace ou comme la Provence, Alpes-Côte d'Azur. Dans l'e-gouvernance, évidemment, la Martinique s'inscrit dans la relation avec la métropole. Eh bien, l'e-gouvernance se développe également puisque la plupart des démarches administratives se font aujourd'hui par Internet. Et puis les plateformes collaboratives qui sont en train de se mettre en place. Ce que l'on peut dire, c'est que, c'est vrai, la maturité digitale n'y est pas encore totalement acquise, mais la Martinique est en bonne voie. La part faible de logements et des locaux professionnels éligibles à l'Internet ou au débit, c'est ça qui fait encore problème, puisqu'on ne peut pas mettre en place une société fondée sur l'information, une économie fondée sur l'information, si on ne maîtrise pas le haut débit. Et aujourd'hui, la Martinique a donc encore ce retard du haut débit à rattraper. Alors, une étude de Médiatrie 2012 montre quand même, en termes d'équipement, que ce soit au niveau des particuliers ou que ce soit au niveau des entreprises, que de plus en plus, donc en Martinique, la population s'équipe donc en smartphone, s'équipe en ordinateur, visite les sites internet, Google, Facebook et YouTube, et que l'usage du téléphone mobile aujourd'hui est de plus en plus important. La population donc surfe sur Internet pour consulter les emails ou pour télécharger des applications. Quelques diapos sur des équipements en téléphone mobile. On voit quand même qu'on atteint 95% en téléphone mobile. C'est énorme. Quasiment toute la population. À peine 15% qui ne sont pas équipés. Le taux de pénétration en ordinateur des ménages avoisine les 51%, donc ce qui n'est pas mal au niveau donc de notre région. Alors, c'est vrai que le nombre d'entreprises de la filière numérique est relativement faible. 2240, ça représente à peu près 3,3% dans l'économie locale. Les besoins sont énormes, les besoins en formation, en informatique, en Internet, en audiovisuel, en digital, qui sont donc les dimensions dans lesquelles les entreprises éprouvent énormément de difficultés. Le document est le document donc de la Chambre de commerce et de l'industrie. Si on regarde l'effort fait par la collectivité, on s'aperçoit que l'investissement dans le budget de la collectivité
évolue, puisqu'il était de 5% dans le plan 2007-2014 et il est passé à 13% dans le plan 2015-2020. Donc, il y a un effort qui se fait pour équiper donc la région en matière digitale et permettre finalement à la Martinique de rentrer pleinement dans le 21e siècle. L'offre du digital en Martinique est encore faible, puisqu'il y a à peine une dizaine d'établissements. Et dans ces établissements, il y en a 8 qui n'ont même pas de salariés, des start-up. Donc, tout est à faire en matière donc, du digital. Ce digital, ou ces entreprises en tout cas, sont concentrées dans le centre de la Martinique, essentiellement. Donc, les autres zones, le nord, le sud, on voit bien qu'il n'y a pas encore grand-chose. Donc, il y a pour les startups des parts de marché à prendre. Les nouvelles orientations. Pour devenir complètement, en tout cas 100% digital, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut d'abord créer une culture de la créativité et de l'innovation. Ensuite, il faut impliquer les membres du management, donc l'équipe de direction. Il faut faire preuve d'agilité et de proactivité. Il faut surtout adopter les technologies nouvelles et émergentes. Donc, impliquer les membres du management, ça veut dire aussi revoir son style de management. Le processus pour y arriver, l'idée, c'est que le consommateur devient intelligent. Le consommateur sait aujourd'hui ce qu'il veut. Donc, nous tous, si on a besoin d'acheter quelque chose aujourd'hui, on va consulter les sites Internet pour voir là où il y a le meilleur produit, au bon prix, etc. Donc, le consommateur est devenu intelligent. Le business aussi doit être intelligent. L'organisation du travail également doit être aussi intelligent. Et le métier et l'agent qui exécute le collaborateur sont devenus eux-mêmes aussi intelligents, c'est-à-dire qu'ils travaillent aujourd'hui avec tout un ensemble d'outils. Le poste de travail n'est plus le poste de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Okay? Aujourd'hui, on a l'ordinateur, on a tout un ensemble d'outils connectés et qui permettent donc aux salariés de travailler. Le consommateur est intelligent parce qu'il est mûr dans sa façon de voir, dans sa façon de consommer. Et l'entreprise doit donc suivre ce consommateur intelligent. Les professionnels s'organisent évidemment dans le tissu économique, comme on l'a vu, dans la transformation du numérique, même si les startups en Martinique ne sont pas encore nombreuses. Mais les éléments de départ sont promettants. Les entreprises sont dans un processus d'acculturation qui est encore mal maîtrisé, mais avec la prise de conscience des uns et des autres, aussi bien de la hiérarchie que de la base, le digital va se mettre en place. On voit aussi l'effort que font les pouvoirs publics qui poussent donc les entreprises à sortir de la logique de la verticalité pour aller vers plus d'horizontalité, de façon donc à mutualiser les efforts, à mutualiser les pratiques de digital. Sur l'ensemble de la France, lorsqu'on interroge les entreprises, eh bien, on se rend compte que les entreprises sont très en retard sur un certain nombre d'items. Vous voyez, par rapport au reste de l'Europe. Bien, la Martinique suit un peu ce qui se passe en France. Donc, on voit par exemple les entreprises qui ont un site web, 65% en France, alors que 75% en Europe. Les entreprises qui achètent en ligne, 25%, alors qu'en Europe, c'est 38%. Donc, on voit que sur la plupart d'items, la France est en retard et la Martinique également. La maîtrise de la demande de la filière, les demandes au niveau national, c'est au niveau du financement pour la filière numérique, exactement comme ici. On a besoin de financement
pour soutenir cette filière. Besoin de formation des spécialistes. Besoin de soutenir des événements dédiés comme ceci. L'État doit soutenir ces événements pour permettre finalement à l'émergence d'une véritable économie du digital. La mise en œuvre de la maîtrise suppose qu'il y ait des initiatives. Qui prend l'initiative finalement dans l'organisation pour mettre en place le digital? Est-ce que c'est la hiérarchie toute seule ou bien est-ce que c'est au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie? Bon, on s'aperçoit que ce n'est plus une affaire d'une seule personne. Chacun, là où il se trouve, est concerné par les gains de productivité que la digitalisation peut apporter à l'organisation. Rechercher des solutions, le digital à tout prix? Non. Le digital, c'est pour maîtriser les tâches répétitives. Donc, les tâches qui ne sont pas répétitives nécessitent d'autres moyens, d'autres outils, d'autres techniques. Or, aujourd'hui, j'ai écouté quelques échanges dans les ateliers. Bon, on pense que le digital, c'est la solution à tout. Pas du tout. Il y a des zones pour lesquelles le digital ne peut pas encore intervenir. Donc, il y a un choix à faire entre la recherche des solutions digitales et puis des solutions qui restent de l'ordre de l'humain. Ceci permet finalement d'évaluer la maturité digitale d'une entreprise. On sait qu'en France, 23% des entreprises n'ont même pas identifié le logiciel ou les algorithmes appropriés pour pouvoir résoudre leurs problèmes. 77% se sentent même limités par leur infrastructure. Ça veut dire que le problème, l'état des lieux du digital dans les entreprises, c'est d'abord la première démarche. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que le fait d'avoir les ordinateurs suffit? Les ordinateurs à chaque échelon suffit, à chaque poste. Est-ce que les logiciels que nous avons sont les plus adaptés par rapport aux enjeux, aux stratégies qu'impose cette gestion de l'information? Donc, il y a cet examen, cet état des lieux qu'il faut faire pour pouvoir fixer, pour faire l'état des lieux finalement de sa maturité digitale. Ce que l'on sait aujourd'hui sur le plan de la France, c'est que des secteurs dans lesquels la maturité est affirmée, le secteur des médias, la banque de détail, la distribution. Donc ces secteurs, y compris le tourisme d'ailleurs, qui est le secteur donc le plus en pointe, dans lequel la plupart des postes, il suffit seulement d'aller à Roissy, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, pour peser les bagages, eh bien, vous n'avez plus besoin des hôtesses. Vous pesez vos bagages vous-même, vous faites un certain nombre de tâches sans qu'il y ait trop de personnel. Eh bien, c'est la conséquence justement de cette digitalisation pour libérer la créativité, pour laisser tout ce qui est répétitif à la machine. Alors, cela terminé, il faut donc développer le business intelligence, c'est-à-dire disposer des informations, collecter ces informations, les consolider, les modéliser pour que l'information ait un sens. Il ne suffit pas d'avoir des informations, encore faut-il les traiter pour que ces informations soient disponibles, soient des outils d'aide à la décision à ceux qui ont des choix à faire. Cette information doit être aussi visuelle, doit être disponible, doit être opérationnelle. En général, ces informations dorment dans les ordinateurs. On ne sait même pas comment les utiliser. Il faut donc rendre ces informations visibles. Et enfin, savoir les restituer au bon moment. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'outils qu'il faut mettre en place pour pouvoir interroger l'ordinateur, récupérer les informations nécessaires pour prendre la décision. De la même façon que chaque poste et chaque agent deviennent intelligents, c'est-à-dire dans le poste de travail, la notion d'intelligence, c'est l'information. Il y a des canaux d'information qui sont générés par l'agent lui-même, d'autres qui sont générés par le système, puisque le poste est connecté avec l'ensemble des postes de l'entreprise.
on peut comprendre les attentes des entreprises aujourd'hui, y compris au niveau de la Martinique, c'est que pour mettre en place la digitalisation, il ne suffit pas de claquer les doigts, il ne suffit pas de le vouloir, mais il faut d'abord que le collaborateur soit placé au centre de l'organisation du travail. Le collaborateur. Gagner en agilité, c'est vrai, gagner en productivité, décloisonner l'organisation, c'est vrai, mais replacer d'abord le collaborateur au centre de l'organisation du travail. Alors aujourd'hui, il y a des logiciels très performants pour les grandes entreprises. Le plus populaire d'entre eux, c'est l'IBM Watson. Je pense que dans la salle, il doit y avoir des personnes qui le connaissent, notamment au niveau de la banque. Quasiment la plupart, les grandes banques françaises ont acquis ce logiciel. Donc c'est un logiciel qui coûte très cher, mais qui donne déjà l'idée, les économies que l'on peut faire avec le digital, avec l'automatisation de tout ce qui est répétitif pour libérer, encore une fois, la créativité. Mais si on n'a pas les moyens d'acheter Watson et d'IBM, est-ce qu'il y a des moyens plus simples? Il y a des moyens de la bureautique classique pour permettre au moins la mise en place d'un travail collaboratif. Ces moyens existent aujourd'hui, pas très chers, que l'on peut trouver sur le marché, à condition que les postes soient équipés, soient outillés pour pouvoir travailler de manière collaborative. Ça, les gains que génère, ce sont les gains que génère l'automatisation des processus dans la banque entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain en mettant en place le système de digitalisation par ce fameux logiciel Watson. Un point sur l'intelligence artificielle qui va de plus en plus se développer. Les machines vont apprendre à apprendre et les machines, en apprenant à apprendre, vont libérer progressivement l'homme pour que l'homme soit lui-même affecté à des choses, à des activités plus nobles. Les obstacles de la digitalisation, on peut comprendre les limites aujourd'hui. D'abord, les rigidités organisationnelles dans lesquelles nous allons retrouver le leadership. Le déficit de compétences numériques. On l'a vu au niveau donc de la région ici. Le manque de marge de manœuvre financière des entreprises. Les entreprises n'ont pas de moyens pour pouvoir investir dans la formation. Et parfois, le manque d'implication visible des dirigeants qui voient dans la digitalisation la menace de leur propre position, alors qu'ils n'ont rien à craindre, puisqu'ils sont là pour coordonner le travail, donner la vision, orienter, mettre les instruments de mesure et aider donc finalement autrui à mieux faire le travail. Donc, le chef qui craint la digitalisation, c'est qu'il a des problèmes. Pour conclure, la digitalisation des organisations améliore l'empathie des emplois à condition que l'on fasse l'effort de faire les fameux sauts, les 5 sauts donc du digital, qu'on les maîtrise et que l'on mette en place l'innovation et que l'on libère l'esprit créatif donc des collaborateurs. Alors, est-ce qu'il est intéressant de le faire en interne, nous-mêmes, ou bien est-ce qu'il faut faire venir quelqu'un de l'extérieur? Tout dépend du coût de ce que l'on peut mettre dans l'opération, donc la digitalisation. Ce qui est sûr, c'est que on ne pourra pas faire autrement aujourd'hui dans ce que la digitalisation a mis en œuvre comme mécanisme donc d'évolution des organisations. La Martinique n'a pas le choix. La Martinique n'a pas le choix, c'est-à-dire la Martinique doit entrer dans le mouvement, aussi bien au niveau institutionnel, au niveau des entreprises, au niveau des organismes paritaires, pour accompagner le mouvement et enfin libérer donc l'énergie créatrice. Je vous remercie.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour la suite de cette conférence sur le leadership. Alors c'est vrai que l'introduction d'Emmanuel a porté sur un environnement beaucoup plus large qui intègre tout à fait le thème de ce soir. Alors cette première image, elle n'est pas choisie du tout par hasard. C'est qui peut me rappeler là? Exactement. Est-ce qu'il est déjà sorti? Non. La sortie de cette métamorphose, ce sera dans quelques mois. Alors c'est vrai que le lien avec le sujet de ce soir, la digitalisation, le leadership, il faut savoir que ce film a été produit par les studios Disney et Pixar. Disney, il y a de très nombreuses décennies, avait introduit dans son processus créatif, en tout cas Walt Disney avait introduit dans sa façon de guider ses équipes, un processus créatif qu'il avait nommé Imagineering, c'est-à-dire l'ingénierie de l'imagination, et qui reposait sur une façon de rendre ses équipes créatives. Aujourd'hui, Pixar, dans un monde numérisé, dans un monde digital, on voit bien comment la digitalisation a introduit de façon forte le monde du cinéma. Et là aussi, ça suppose une autre façon de penser l'organisation, de penser la dynamique des équipes, de penser la relation au sens et la façon de guider les hommes. L'objet de notre propos de ce soir, ce sera de vous parler de leadership. Alors, nous sommes dans un contexte qui est celui de la Martinique. On a connu un certain nombre de mutations. Je ne reviendrai pas sur les éléments chiffrés qu'Emmanuel nous a présentés avec précision. Mais quel est notre environnement aujourd'hui? On est passé d'une économie agricole à une économie qui est versée dans les services, fortement orientée services publics, services privés, certes. Et cela, évidemment, avec la caractéristique d'avoir des hommes et des femmes qui ont un niveau de savoir, un niveau de connaissance, un niveau de formation qui n'a plus rien à voir avec les économies de plantation ou les économies que l'on a connues au début des années 60. Et cela, évidemment, engendre des attentes, des préoccupations et quelquefois des frictions. On voit bien que cette question nous amène à poser la question, finalement, c'est quoi le leader? C'est quoi le leadership? De façon très simple, il existe une multitude de définitions. Eh bien, c'est la capacité à exprimer une vision, à influencer les autres pour atteindre des résultats et encourager la coopération des équipes. Alors c'est vrai que le leadership, cet après-midi, juste avant d'entrer en conférence, l'animateur posait la question, il me disait, mais est-ce qu'on peut identifier chez les individus lambda un potentiel de leadership? Et je lui prenais un exemple très simple, et que vous avez tous probablement observé, les enfants, nos enfants, dans les cours de récréation, les cours d'école, on peut observer des comportements, des attitudes de leader chez les enfants. C'est-à-dire la capacité à créer du lien, à donner du sens, à fédérer, sont autant de comportements que l'on peut observer aussi bien chez les enfants que chez les adultes. La position hiérarchique ne définit pas la posture de leadership. Donc, il n'y a pas forcément corrélation entre le fait que quelqu'un ait écrit sur sa porte chef pour que cette personne puisse exprimer un comportement de chef. J'aurais souhaité que, à l'issue de cette présentation, que nous ayons un échange avec vous, que par rapport aux interventions, par rapport à la présentation qu'a faite Emmanuel, que des échanges puissent être nourris autour de ce thème qui est quand même extrêmement important. Alors, je me suis interrogé lorsque je préparais cette intervention, quels sont les modèles qui existent? Il existe une multitude de modèles. Eh bien, j'ai retenu ce modèle de Carol Dweck, qui est une psychologue américaine, professeure de psychologie, et qui, dans les années 70, s'est interrogée sur deux états d'esprit, deux formes de leadership, qu'elle a appelées le fixed mindset et le growth mindset, qu'on traduit en français par l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Alors juste quelques secondes, avant de passer à la diapo suivante,
Elle avait observé justement chez les enfants qui étaient en situation de réussite et des enfants qui étaient en situation d'échec. Et elle s'est interrogée, quel était, je dirais, le processus sous-jacent à ce type, je dirais, de comportement de réussite ou d'échec. Et elle avait observé que les enfants qui étaient dans une approche qu'elle avait définie comme étant fixed mindset, eh bien, étaient les enfants qui étaient intelligents, mais qui finalement considéraient, c'est la traduction qu'elle en a faite, qu'il fallait que cet enfant reproduise le schéma de réussite pour démontrer que finalement il était intelligent. Donc, en d'autres termes, plus je réussis, plus il faut que je trouve les tâches, les activités ou les actions qui me confirment dans ma capacité de réussir. Donc, ces enfants ne prenaient pas de risques. Et puis ceux qui étaient dans un esprit de croissance, eh bien, ceux-là, ils avaient une capacité de prise de risque et qu'ils acceptaient l'erreur quand les premiers acceptaient peu l'erreur. Ce qui me permet d'aborder plus profondément cette question, l'état d'esprit de développement qu'on appelle growth mindset. Ça repose en fait sur la croyance en la malléabilité de l'être. C'est-à-dire que l'individu a cette croyance que finalement, eh bien, en travaillant, eh bien, il va pouvoir évoluer, il va pouvoir renforcer des aptitudes qu'il n'a pas. Et que ces qualités eh bien, ne sont pas des qualités innées. L'environnement, la culture dans laquelle il est, eh bien, va lui permettre eh bien, de réussir. L'effort va générer du résultat. Donc il rejette tout déterminisme et il est attiré par le progrès, les risques, donc prise de risque. Voir ses faiblesses comme étant des espaces d'opportunité, eh bien, je n'ai pas réussi, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Alors, dans quelques instants, on va voir les styles de leadership qui s'adaptent à ces approches-là. Ne cherche pas à être le plus intelligent. Autrement dit, cela n'a pas à voir avec les qualités intellectuelles quand il ne cherche pas à être plus intelligent, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à montrer qu'il est intelligent. Autrement dit, il accepte de remettre en question ce qu'il sait, il accepte de prendre des risques, de faire des erreurs et de re-questionner en permanence son savoir, son savoir-faire. Ce qu'on a observé, c'est que ces individus, eh bien, ils avaient une capacité à gérer, à se gérer dans des situations difficiles où les challenges, où les défis sont extrêmement élevés, beaucoup plus facilement que ceux qui avaient un fixed mindset. Les neurosciences confirment que l'activité cérébrale des personnes qui ont développé qui ont endossé en tout cas ce profil de growth mindset, eh bien, avaient une activité cérébrale beaucoup plus soutenue et que ces individus étaient en capacité de gérer leur relation à l'erreur. Autrement dit, accepter le risque et accepter aussi de se tromper et apprendre rapidement des erreurs commises. Dans ce type de profil, eh bien, on a observé que 38% des entreprises américaines qui ont été interrogées sur ce sujet, eh bien, ont développé la culture du growth mindset, notamment lorsqu'elles étaient en transition digitale. Alors, ce qui t'a montré qu'il y a des états d'esprit, il y a des façons de regarder l'organisation et des attitudes qui seraient plus favorables dans certains environnements. L'environnement des entreprises, pas nécessairement des startups, pas uniquement les startups, mais des entreprises qui sont dans des contextes de digitalisation où, justement,
Emmanuel Ancobat en parlait tout à l'heure, où on parle d'innovation, de rupture, eh bien, suppose que complètement, on puisse accepter le risque. Donc, comment je vais appréhender des nouveaux schémas que je ne connais pas encore pour créer quelque chose qui n'existe pas encore, tout en étant confiant et tout en acceptant de me tromper. À l'opposé, deuxième état d'esprit, qu'on appelle le fixed mindset, repose sur une façon très différente de se voir au monde. L'individu va considérer qu'il y a un certain déterminisme, que ses qualités, ses aptitudes, eh bien, sont quasiment génétiques. Et que finalement, ça ne peut pas changer. Donc le regard qu'il porte sur lui dans son interaction au monde est quelque chose de prédéterminé. Et par conséquent, eh bien, ses forces, ses faiblesses, eh bien, il va considérer comme étant des choses qui sont acquises. Et donc, la relation à l'effort va être moindre parce qu'il ne voudra pas, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il ne voudra pas se démentir et prouver qu'il a tort de penser ainsi. Mais aussi, la relation au risque, la relation à l'innovation va être beaucoup plus faible. Parce que, voulant exprimer à l'égard de son public, à l'égard de son audience, qu'il est intelligent, sa compétence lui apporte la démonstration et va se consacrer à des tâches plutôt répétitives, des tâches pour lesquelles il a la certitude d'obtenir les résultats, et donc ne sortira pas des sentiers battus. Donc vous êtes en train de comprendre que dans un contexte de digitalisation, il est extrêmement difficile d'avoir ce type de mindset. Donc la relation à l'autre, compte tenu de la version qu'il a pour la critique, parce qu'il va considérer que la critique qui va lui être faite va s'adresser à sa personne. Le blâme, eh bien, si une situation dysfonctionne, eh bien, il va considérer que eh bien, c'est à cause des autres. Donc, une plus grande difficulté à se remettre en question. En lien avec la question de la digitalisation, la question qui nous occupe, eh bien, on comprend bien que ces deux postures de leadership, ces deux façons de se regarder dans l'organisation et d'interagir dans l'organisation, eh bien, créent une sacrée friction. Alors, nous avons conduit une étude exploratoire dans le cadre de nos travaux de recherche. Et évidemment, quand on interroge les dirigeants à la Martinique, alors, je sais que ces éléments-là, vous les voyez pour la première fois. Quand on interroge des dirigeants et que nous sommes dans un contexte de digitalisation et qu'on regarde un élément particulier, qui est la créativité et l'innovation, c'est extrêmement frappant. Évidemment, quand vous avez une série de questions et que vous demandez aux personnes de choisir les 3 items qui paraissent les plus pertinents à leurs yeux, ils le font avec beaucoup de sincérité. Si j'avais posé la question à cette salle aux dirigeants que vous êtes et aux dirigeantes que vous êtes, eh bien probablement 80% d'entre vous auraient répondu oui, nous sommes des hommes et des femmes très innovantes, très créatives. Eh bien, les données de terrain ne renvoient pas ça. Alors, on comprend qu'il y a une certaine friction dans les pratiques de leadership. Ce que j'observe dans les organisations que j'accompagne depuis plusieurs années, c'est qu'il y a effectivement une forte friction entre les attentes des collaborateurs et la pratique de leadership observée dans les organisations. Alors, on peut considérer que les verbatims qui sont formulés par les uns et les autres, eh bien, ne sont pas validés par le vécu des collaborateurs. Donc, si on synthétise, je dirais, ces qualités des 2 modèles, l'état d'esprit fixe, l'état d'esprit de développement.
Dans les situations de challenge, oui, l'état d'esprit fixe va éviter les challenges. On comprend bien qu'à la Martinique, c'est assez difficile. Le challenge est quelque chose que l'on comprend intellectuellement. Le vivre est quelque chose probablement de différent. L'état d'esprit de développement recherche les challenges. Les entreprises de technologie, les startups en particulier, il y a quelques-unes, Emmanuel en parlait il y a quelques instants, évidemment, ce sont des façons de penser l'entreprise, mais ce sont des façons que le dirigeant a de se penser lui-même, comme il est son propre capital risqueur. Évidemment, il est à la recherche de challenge, et la façon qu'il a de raisonner est l'agilité. Je me souviens, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, 3-4 ans, j'étais à San Francisco et j'étais à l'université de Santa Cruz, sur le campus, et il y avait un Sud-Américain qui était là et qui avait été envoyé par son gouvernement pour étudier l'écosystème de la Silicon Valley afin de reconstruire un écosystème similaire. Et nous étions sur ce campus et on regardait, donc je posais un certain nombre de questions, et il me dit, tu sais, dans nos pratiques, dans la Silicon Valley, on ne passe pas par les études de marché quand on veut lancer un produit. Et il prenait l'exemple du cendrier. Il me dit, tu vois, les cendriers qui sont dans la cour, eh bien, si on veut réaliser des cendriers, eh bien, on va raisonner dans une dynamique de prototypage, c'est-à-dire qu'on va rapidement se mettre ensemble, on va passer quelques jours ensemble, quelques heures ensemble, on va réaliser un prototype, on va le mettre dans la cour, puis on va observer. Selon la façon dont les utilisateurs de ce cendrier eh bien, vont agir, eh bien, l'instant d'après, le lendemain, on va apporter les améliorations. On est effectivement dans une logique d'esprit de croissance. Obstacle, eh bien, l'esprit fixe va abandonner facilement parce qu'il ne voudra pas se re-questionner sur ses propres compétences. Donc, on a des postures de leadership comme ça, on a des postures de leader comme ça, où le processus est le processus, parce que c'est celui-là qui sécurise précisément. Donc, on peut s'interroger sur la façon dont on peut challenger, dont on peut hacker. On parle aujourd'hui de corporate hacking, c'est-à-dire on va chercher à challenger, voire à violer le système pour permettre justement de trouver de nouvelles solutions. L'effort, ben, il voit l'effort comme inutile ou pire. Donc, plus je ferai des efforts, eh bien, moins j'ai les chances de réussir. Donc, vaut mieux que je reste dans le certain et le connu. La critique, ben oui, il ignore les critiques négatives, même comme constructives. L'esprit de développement, eh bien, apprend de toutes les critiques. Ce sont des occasions, ce sont des espaces d'apprentissage. Le succès se sent menacé par le succès des autres, se sent inspiré par le succès des autres. Ici, nous sommes encore, dans ce que j'observe, il y a des choses qui changent. Je prends mon cas sans m'étaler trop longtemps. Je suis sur la place depuis quelques années. J'ai la chance aussi de travailler beaucoup à l'international. Il m'est peut-être plus facile de partager les expériences avec des collègues à l'extérieur, peut-être parce qu'ils se sentent moins menacés, ou peut-être parce que je me sens moins menacé, mais ça ne se joue pas en ces termes, qu'à la Martinique. Parce que quand vous commencez à partager de l'expérience avec les personnes, eh bien, c'est dit, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce que je devrais donner en contrepartie ? Cette approche que l'on trouve aussi dans l'esprit justement start-up, le succès des autres, eh bien, peut être inspirant et peut être aussi un moyen de découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire. Alors, quand on s'interroge sur notre leadership à la Martinique, eh bien, nos dirigeants, ils aspirent en fait compte. On est dans un modèle qui est plutôt un modèle technocratique, centré sur l'efficacité au travail. Le résultat va être quelque chose d'essentiel.
Pour autant, ils expriment un souhait d'aller vers un leadership et un management intégrateur, où le sens du leader va être d'être un développeur de talent, d'être un stratège, d'être un leader, une personne de réseau. Cela signifie que le processus est enclenché. On n'y est pas encore. Où l'écoute et l'empathie, aujourd'hui, sont exprimées à 26% pour les femmes, un différentiel intéressant par rapport à ceux des hommes. L'expertise, quand on regarde un peu plus haut, l'expertise reste quelque chose d'extrêmement important. La décision, le leader, il a besoin d'être aux commandes, de contrôler et d'affirmer son leadership à travers l'expertise. L'innovation, elle est extrêmement faible. Toute la question, c'est comment on peut, dans un contexte d'entreprise locale, entreprise martiniquaise, parler d'innovation si la préoccupation n'est pas justement l'innovation. Nous l'avons vu dans une diapo précédente. Le leader, il est à la recherche de l'efficacité. On peut comprendre que sa principale difficulté, c'est la mobilisation des collaborateurs. Évidemment, quand vous avez des collaborateurs intelligents, Emmanuel l'a exprimé en ces termes, c'est-à-dire le collaborateur aujourd'hui qui a du savoir, quand on est dans une entreprise de service, dans une banque, quand on est dans une assurance, quand on travaille dans des institutions publiques comme beaucoup d'entre vous ici, ou privées comme beaucoup d'entre vous aussi, eh bien, des personnes qui ont un niveau de connaissance experte dans un domaine donné, eh bien, il est difficile d'avoir une relation de contrôle, une relation hiérarchique, et il est donc difficile d'être mobilisable, il est difficile d'être engagé dans son travail. Une conciliation entre vie professionnelle et vie privée, oui, elle peut être beaucoup plus difficile parce que si on a du mal, si le dirigeant a du mal à mobiliser, eh bien évidemment, cela a aussi des conséquences sur lui. Sa motivation, c'est de développer son expertise. On voit bien que la préoccupation n'est pas de créer de l'innovation au sein de son organisation. Sa préoccupation n'est pas de créer un cadre, un environnement favorable à la créativité. Donc ce sont des questions qui restent pour nous extrêmement importantes. Nous avons passé 3 jours avec des ateliers tout aussi intéressants les uns que les autres, de jeunes talents, de jeunes dirigeants. Mais quand la préoccupation du dirigeant est de développer son expertise à lui pour rester compétitif, pour être vu comme étant compétent, quand il a autour de lui des collaborateurs qui, très souvent, maîtrisent un savoir ou ont un niveau de savoir supérieur à lui, ce qui est normal. Je discutais il y a 2 jours avec un dirigeant d'une entreprise dans l'économie numérique. Il disait, moi, c'est très intéressant parce que moi, j'ai 2 collaborateurs. Je les ai recrutés parce qu'ils sont bien meilleurs que moi. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que c'est un dirigeant qui est aujourd'hui plus on pourrait le situer plus dans le profil growth mindset que fixed mindset. L'entreprise attend de lui, donc c'est sa représentation. Il considère, le dirigeant martiniquais, que, eh bien, il doit prendre des décisions. Comment, là aussi, on se retrouve avec une autre zone de friction. Comment on peut libérer la créativité, comment on peut favoriser l'innovation si le processus de décision, le processus de validation doit passer essentiellement par le dirigeant. Quand ce dernier, en plus, n'a pas nécessairement l'expertise technique. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, d'une femme, à peu près 35 ans maximum, qui me disait, vous savez, j'ai travaillé dans une entreprise, et puis j'ai passé ma période d'essai. Au bout de 6 mois, je m'attendais vraiment à ce que je sois retenu. Et grande surprise, on lui fait comprendre qu'elle est allée au-delà de ce qu'on lui avait demandé. Autrement dit, elle avait
probablement proposer des projets trop en rupture avec les attentes de l'entreprise. Alors, c'est assez intéressant, je ne considère pas positif, mais c'est assez intéressant d'entendre ça, parce que on revient à cette question, à ce point, la prise de décision. Autrement dit, toute initiative peut être tuée dans l'œuf. Les conditions de l'innovation à la Martinique aujourd'hui sont posées. Je ne considère pas qu'il y a un handicap majeur, il y a un handicap insurmontable. Mais quand on entend le discours ambiant et qu'on regarde les résultats du terrain, nous avons un gap. Et cela crée une zone de tension. Alors en conclusion, face aux salariés intelligents, aux salariés aujourd'hui du savoir, il y a une zone de friction avec le modèle de leadership dominant en Martinique. La digitalisation des activités exige de l'autonomie, de la créativité et de l'innovation chez les collaborateurs. La digitalisation, c'est un moyen d'amélioration de l'efficacité du travail pour mieux libérer l'innovation. Je crois que cette idée est extrêmement importante. Il y a 2 jours, j'étais ici et j'entends un dirigeant dire, dans un échange un peu ouvert, « Oui, mais on me parle de digitalisation, mais est-ce que cela va me générer du chiffre d'affaires ?» Autrement dit, est-ce que la digitalisation est un moyen de développer l'efficacité? Autrement dit, attention à ne pas tomber amoureux de la digitalisation. Donc, le leadership intégrateur est certainement une nouvelle voie d'excellence. Cette voie d'excellence dans laquelle le dirigeant intègre à la fois des dimensions de tâches, de résultats, et intègre aussi une dimension sociale, humaine, nécessaire dans des métiers où le besoin de partage, de communication ou d'échange d'informations reste essentiel pour créer de la valeur. Je vais terminer. La parole est à vous. Nous serons ravis d'avoir un échange, débat-question. Nous avons largement 15 à 20 bonnes minutes. Emmanuel, si tu veux te joindre. Vous avez donc 2 thèmes ce soir et nous serons heureux de pouvoir vous les partager. La première question est la plus difficile. Très bien, Marie-Noël. Ah, le micro arrive. Alors, si vous adressez une question à Emmanuel ou à moi, précisez-la. Sinon, si la question s'adresse aux 2, on ne se battra pas pour répondre. Alors, sur la diapo, fixed mindset et growth, je voulais savoir si c'est vraiment, en fait, on est forcément état d'esprit fixe ou forcément état d'esprit de croissance, ou est-ce qu'il peut y avoir un peu des deux? Alors, merci de cette question. Il y a des tendances plutôt naturelles liées à l'éducation, entre autres, liées à l'environnement, qui va favoriser plus une culture qu'une autre. Maintenant, tout est question d'apprentissage. Quelqu'un, effectivement, peut avoir un esprit fixe et par apprentissage va modifier son comportement. Les neurosciences l'expliquent extrêmement bien. Plus un comportement va être entretenu, plus une pratique va être entretenue, plus le chemin neuronal qui correspond à cette activité ou qui active cette activité, va s'intensifier. Que vous soyez tennisman, que vous soyez footballeur ou karatéka, quand vous allez répéter un geste des centaines et des centaines de fois, à un moment donné, il y a une mécanique, il y a un automatisme qui s'opère. Donc, pour cette question, oui, la réponse est que oui, on peut changer de profil
Cela suggère des efforts plus importants, en conscience, mais la réponse est absolument oui. Il y a des situations où on va être dans une approche plus d'esprit fixe par rapport à un environnement inconnu et qui va générer une émotion particulière et on va être un peu sur sa réserve. Mais nous avons en tout cas des orientations. Vous le regardez, j'aime bien prendre l'exemple des enfants parce que ce sont des sujets d'observation extrêmement intéressants parce qu'ils ne trichent pas jusqu'à un certain âge. Ils sont naturels. Donc, vous pouvez observer ces comportements de growth mindset ou de fixed mindset chez les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, par exemple. Pour poursuivre la question, est-ce que le fait, l'éducation scolaire, en fait, l'enseignement scolaire, n'influence pas le changement ou l'apport de la façon dont on enseignait avant? On était plus, selon moi, vers un état d'esprit fixe, où maintenant, dans l'enseignement, on essaye de faire l'enfant par lui-même essayer de trouver, enfin il y a certains enseignements par eux-mêmes, essayer de faire l'enfant, on excite sa créativité, son imagination, alors que avant on vous apprenait quelque chose et c'est comme ça et pas autrement, quoi. Donc peut-être aussi, je me dis, l'enseignement, la méthode d'enseignement peut aussi influencer l'état d'esprit. Oui, alors précisément sur ce sujet, en lien avec les enfants, les expérimentations qui ont été conduites et qui ont donné naissance à ce modèle est partie d'expérimentations avec les enfants. La situation est la suivante. Des enfants en école primaire à qui on donnait des exercices. Ces derniers, lorsqu'ils étaient félicités pour avoir obtenu un résultat satisfaisant, jugé satisfaisant par l'enseignant. Et l'enseignant reconnaissait l'intelligence de l'enfant, il disait, écoute, tu as obtenu un bon résultat, donc tu es un enfant intelligent. À côté, les enfants qui avaient obtenu le même résultat, les mêmes scores, et qui avaient été reconnus bons dans leurs résultats par rapport à l'effort fourni, ces enfants-là, eh bien, obtenaient, même lorsque les exercices devenaient de plus en plus difficiles, ils avaient une constance dans l'effort et une amélioration dans les résultats. Ils ont déroulé ce modèle auprès des... des fois je pense en anglais et puis je ne sais plus comment dire. Non, je ne sais pas le dire. Chez les minorités aux États-Unis. Des enfants qui étaient en retard scolaire. On a conduit des expérimentations sur le modèle Growth Mindset en leur disant, grâce à tes efforts, tu vas pouvoir continuer à obtenir des résultats. Ces enfants, au bout de 18 mois, ils ont obtenu des scores qui étaient supérieurs à la moyenne des enfants qui étaient dans des situations beaucoup plus favorables. Alors la question, puisque nous sommes dans un contexte de leadership, comment le leader peut, lui, formuler des propositions? La question, c'est, en tant que leader, si, à travers sa posture, l'erreur n'est pas admise, suivre le processus rigoureusement est une règle absolue, c'est une religion, il est extrêmement difficile d'établir ce modèle dans les entreprises. Donc, toute la question, c'est comment, lui, le leader, dans sa façon de comprendre le modèle, il va favoriser, justement, la libération des espaces de créativité, d'innovation, et surtout, accepter l'erreur.
favoriser, je ne vais pas favoriser, mais accepter le risque d'erreur. Vous savez, aux États-Unis, j'ai cité ces exemples, je ne suis pas un adorateur des États-Unis, parce que j'ai cité plusieurs fois l'exemple, mais ils ont la culture du risque. Dans les entreprises innovantes, dans les entreprises numériques, la notion de risque est intégrée complètement à la culture. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une génération, la génération Y, ou les millennials, ceux-là, et on l'observe aussi, en tout cas je l'observe à la Martinique, ont une appréhension du risque qui est complètement différente que leurs aînés. Parce que ces jeunes ont été formés dans des environnements où il y a eu moins de stabilité, il y a eu plus de chaos, il y a eu plus, des fois, des environnements familiaux où ces enfants ont connu des fois une opposition familiale, etc., etc. Donc, tous ces éléments forgent ou participent aussi à une ouverture et au développement de l'esprit plus growth mindset, par exemple. Oui, alors pour compléter ce que dit Daniel, c'est que, en fait, c'est une affaire de programmation. Lorsqu'on est dans une relation d'échange, notamment de relation de travail, à force de travailler ensemble, en fait, vous programmez une façon de fonctionner. Une fois que vous êtes dans cette force de fonctionner, la marge d'erreur, la marge d'ouverture que l'on peut avoir dans cette relation, soit on est dans un esprit vraiment fermé, et donc on ne laisse aucune marge, soit on est dans un esprit ouvert, on laisse le champ des possibles ouvert, de façon à pouvoir reconstruire en permanence le système. C'est-à-dire qu'on construit un niveau, et puis on construit un deuxième, en ouvrant et en fermant chaque fois. Or, ce qu'on observe dans les organisations, c'est que la relation est bloquée d'emblée par les procédures, par le règlement intérieur, par ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Et finalement, si on regarde ce qui est autorisé, c'est très peu par rapport à ce qui n'est pas autorisé. Or, l'esprit d'innovation, justement, c'est le contraire. C'est que le champ de possible est énorme et on laisse à l'individu la possibilité de se tromper. C'est vrai, il y a des sanctions. Mais jusqu'à quel niveau l'individu peut aller dans les risques? Jusqu'à quel niveau le risque peut se comprendre? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans la relation d'échange que le collaborateur a avec son supérieur, il y a des bornes. Mais dans ces bornes, on laisse un champ suffisamment large pour se tromper. Se tromper, ça veut dire aussi que le chef accepte lui-même de se remettre en cause et de couvrir aussi celui qui s'est trompé. Mais ça, ce n'est pas évident dans nos cultures. Dans notre culture, le chef ne se remet pas en cause. Même s'il a tort, il a toujours raison. OK? Même s'il a mal fait, il a toujours bien fait. Mais le chef peut dire, ah oui, mais excuse-moi, mais là, c'est vrai, sur ce point, tu as raison, mais je n'ai pas vu ça comme ça. Finalement, ce n'est pas une idée qui n'est pas mauvaise. Mais on va creuser cette idée. Et quand vous faites ça, vous stimulez autrui. Vous lui donnez la possibilité de chercher d'autres axes de réflexion. Mais si vous luttez la procédure, elle est comme ça, donc vous la suivez de A à Z, de point barre. Il n'y a pas possibilité d'ouverture. Donc, c'est une affaire de programmation et de reprogrammation de la relation d'échange. Donc, ce n'est pas des choses innées, hein. Souvent, c'est l'apprentissage. Et la question de madame est tout à fait pertinente parce qu'on est programmé d'une certaine façon par le modèle. Le modèle de l'école est un des modèles, mais le modèle de l'entreprise aussi, c'est un autre modèle. Celui de la famille aussi, c'est un autre modèle. Donc, l'individu qui a tous ces modèles dans sa tête, et si l'ensemble des modèles qu'il dispose ne sont que de modèles avec des cadenas, il a très peu de chances d'ouvrir ces cadenas et de trouver des zones d'expression.
Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il existait des écarts entre les attentes des collaborateurs et les pratiques des dirigeants. Vous pourriez avoir des exemples ou préciser? Merci. Oui, bien sûr. Merci de votre question. Alors, je n'ai pas tous les chiffres, je n'ai pas voulu vous asséner de chiffres ce soir, je n'ai pas tous les chiffres présents à l'esprit non plus. Et par rapport à cette question, oui, par exemple, si on prend la question des réunions, les collaborateurs, dans certains contextes, ils attendent, par exemple, que le dirigeant, la dirigeante, organise des réunions, quand on sait que la réunion, elle fédère. C'est un espace d'échange, c'est un espace de socialisation où se libèrent des fois des tensions qu'on ne soupçonne pas. Et ce qu'on observe précisément dans ces travaux, c'est que les dirigeants de la Martinique, ils ont une approche qui est plutôt interindividuelle. Alors, l'étude l'a montré, mais je l'ai observé pendant de très nombreuses années. Plutôt de conduire des réunions, parce qu'il peut se trouver dans l'inconfort de la réunion, d'être chahuté, peu ou prou, mais d'être chahuté quand même. Donc, il va avoir la retenue et va préférer rencontrer individuellement. Je vois dans les entreprises, presque de très petite taille, 5-6 personnes, bien, le dirigeant, j'ai vu des dirigeants aller one-to-one, passer la matinée, mais je lui dis, mais quand tu as rencontré Fabienne à 8 heures, tu as échangé avec elle sur le sujet X. Après, tu rencontres Bernard à 10 heures sur le sujet X. Entre-temps, notre état émotionnel a évolué. Donc, évidemment, c'est le même sujet, mais on n'est plus la même personne. Parce qu'entre ces deux moments, il se sont passés des événements mais qui nous ont touchés, qui nous ont interpellés, qui nous ont reconfigurés. Et on ne peut plus être dans le même type de dialogue. Donc on est dans un discours qui semble être le même, mais qui n'est plus du tout le même. Alors qu'il y a cette attente. Combien de fois je traîne mes guettes dans les entreprises depuis de très nombreuses années. Bon, pas plus tard, je vais bien évidemment donner aucun nom, mais c'est une institution publique ici, à la Martinique, j'entends. J'accompagnais les équipes dans la gestion de changement. Et à un moment donné, j'ai presque contraint, entre guillemets, mais fortement recommandé la personne qui dirige cette organisation, d'organiser une réunion avec son équipe. Ça faisait de très nombreux mois que ça ne s'était pas fait. Heureusement que ça s'est fait. Et quand j'ai rencontré l'équipe de cette personne, bien les premières observations étaient « Oh, vous savez, on a eu une rencontre, une réunion avec notre dirigeant. Indépendamment du contenu, les gens étaient contents de se retrouver. » Alors, je vais peut-être dire quelque chose un peu paradoxal, mais la grève aussi est un moyen de se retrouver, de recréer du lien. Par rapport à la question que vous posez et la réponse que je faisais, quand je disais rencontrer les gens en one-to-one, alors qu'une réunion peut être un espace fédérateur, il faut savoir que vous avez probablement entendu parler des neurones miroirs, c'est-à-dire, juste pour faire court, des chercheurs italiens étaient en train de faire des travaux sur des spécialistes en neurosciences, et ils étaient en train de travailler sur des chimpanzés. Et il se trouve que ce jour, à midi, ils oublient d'enlever les électrodes sur le cerveau, sur la tête des chimpanzés. Et ils reviennent, au moment de leur pause déjeuner, avec des glaces. Ils étaient en train de manger des glaces. Et les singes étaient derrière la vitre. Et ils observent de façon assez surprenante une activité neuronale. Ils sont surpris d'observer cela. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent deux choses. La première, c'est qu'ils avaient oublié de déconnecter les chimpanzés. Et la deuxième chose, ils découvrent le phénomène des neurones miroirs. C'est-à-dire qu'une action que je vais entreprendre eh bien, va activer chez l'autre personne
la même zone neuronale. Et cette personne va éprouver les mêmes sensations, les mêmes émotions. Alors le lien avec le leadership. La conscience que le leader doit avoir de ce qu'il est, de l'énergie qu'il porte au sein de son organisation, eh bien, c'est comprendre que s'il arrive et il est dans un état d'anxiété, forcément, il va communiquer cette anxiété à ses collaborateurs. Entre le moment où il a rencontré Fabienne à 8 heures et le moment où il rencontre Bernard à 10 heures, se sont écoulées 2 heures. Des événements se sont passés. Des décisions peut-être difficiles ont été prises. Il a dû prendre beaucoup de décisions. Eh bien, il n'est plus du tout dans le même état émotionnel. Et forcément, lorsqu'il va rencontrer Bernard, il va dire « Oui, mais Bernard, je t'ai parlé de la même chose. » Non, ce n'est pas possible. Parce que la nature de son propos, l'énergie qu'il aura traduite dans son propos, eh bien, va complètement changer la nature de la compréhension. Et évidemment, dans les environnements de digitalisation accrue, cette question de la confiance, cette question de l'empathie dont Emmanuel parlait, elle est extrêmement importante. Quand j'ai fait le lien tout à l'heure au début de mon propos avec Walt Disney, qui avait créé dans ses studios, si un jour vous allez à San Francisco, je vous invite vraiment à aller voir le musée Walt Disney qui se trouve à San Francisco. Il y a une rétrospective extraordinaire. Vraiment, ça vaut vraiment le déplacement. Et il avait créé dans ses studios eh bien, ce qu'il avait appelé une dreaming room, une salle de rêve, où ces dessinateurs, on les voit, on a des photos, j'ai travaillé sur ce sujet à plusieurs reprises, j'ai vu des photos où, effectivement, ils sont dans une posture, justement, de relaxation, et on voit, ils sont assis de façon très décontractée. Et puis, il avait identifié trois étapes du processus créatif. Ce qu'il avait appelé l'espace rêveur, l'espace critique, ça veut dire que une fois qu'on arrivait, comment on va regarder dans le détail. Et puis, un autre espace qui est l'espace réaliste. Autrement dit, est-ce que ce projet, est-ce que ce film eh bien, a des chances d'être vendu dans les salles, etc., etc. Donc, autrement dit, chaque façon de penser, chaque méthode de travail, chaque type de réunion va engendrer une dynamique particulière, une façon d'interagir particulière. Si on est, et ça c'est extrêmement important pour un dirigeant de le comprendre. Donc l'absence de réunion, par rapport à votre question, je suis peut-être un peu long dans ma réponse, mais l'absence de réunion, eh bien, n'offre pas aux dirigeants la possibilité de favoriser l'innovation. Quand on a vu, et je vous ai donné qu'un seul chiffre, je n'ai pas voulu développer d'autres choses, parce que nous sommes sur un sujet qui est précisément le digital. Quand ces espaces ne sont pas créés, quand cette attente n'est pas satisfaite, eh bien, évidemment, ce sont des zones de tension, de crispation, et in fine, de conflit. Et puis, la forme ultime du conflit chez nous, c'est la grève, quoi. Bon. Mais bon, en France aussi, ailleurs aussi. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser la question de quand on intervient dans une entreprise sur effectivement le digital, les impacts organisationnels sont très forts. Assez souvent, ça modifie beaucoup les relations entre les différents salariés. Ça modifie également l'organisation mise en place. Ça redéfinit les postes. Aujourd'hui, en Martinique, comment on fait pour faire comprendre à une entreprise, en sachant qu'en Martinique, on a un tissu économique qui est constitué principalement de petites entreprises, vous le disiez vous-même, comment on fait pour expliquer à un patron d'entreprise où on a 5 salariés, on en a 10 grand maximum,
qu'il faut investir dans ces réorganisations, dans ces redéfinitions, dans ces fameuses réunions, dans toute cette structure relationnelle nécessaire à son développement. Comment on fait pour effectivement leur expliquer qu'ils doivent s'investir et que cet investissement effectivement a un coût, mais qu'en retour, il y a un véritable retour d'investissement? Je vais laisser Emmanuel commencer la réponse et je vais compléter au besoin. Alors, c'est l'enjeu même de la transformation digitale de l'organisation. Si on transforme l'organisation sur le plan digital, nécessairement, il faut reconfigurer les postes, il faut reconfigurer les relations. L'enjeu, c'est quoi? C'est de gagner en productivité, c'est d'éliminer le travail répétitif, donner ce travail répétitif à un robot, au lieu que ça soit fait par l'homme. Et donc, on redéfinit la tâche pour le collaborateur qui était impliqué dans ces relations répétitives, ces tâches répétitives. C'est ça l'enjeu. Et si on donne des tâches répétitives au robot, alors le collaborateur est libéré. Mais pour faire quoi? Ben, il faut lui redonner un nouveau travail, qui ne soit pas plus répétitif que celui d'avant. Parce qu'on a aussi les situations inverses. C'est-à-dire où l'individu, on a automatisé le travail par le biais d'un logiciel quelconque, et puis on lui donne un travail encore plus répétitif que celui qu'il avait avant. Et l'individu est frustré, et en ce moment-là, l'individu réagit mal. Et puis en plus, ça ne se fait pas d'autorité, ça se fait en collaboration avec le collaborateur. On lui explique les enjeux, on lui explique la démarche, on lui explique les gains de productivité que l'entreprise va avoir. On va expliquer le gain que ça lui rapporte lui, en faisant un travail moins répétitif, un travail peut-être qui va lui demander plus de réflexion, plus d'imagination, plus de créativité. Le digital n'a d'intérêt que si l'on imagine une rupture entre ce que l'on faisait avant et entre ce que nous allons faire prochainement. Et s'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de gain possible, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et même à l'échelle de la Martinique, une entreprise de 4 et 5 personnes, oui, là encore, c'est plus important de donner les tâches répétitives à un robot pour que les individus, les 4 ou 5 personnes, soient toujours en alerte. Ces personnes ont des indicateurs pour réagir à temps. Réagir à temps, ça veut dire prendre des décisions à temps, parce que l'information est disponible. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses hier, dans les conférences d'hier, sur la digitalisation. Je dis oui, mais il faut donner des détails. Le chef d'entreprise, lui, pourquoi il va digitaliser l'entreprise s'il est déjà dans le confort, dans son confort habituel? Il vient le matin, bon, le travail est fait. Vous demandez de digitaliser. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Il faut le montrer, les gars. Il faut le montrer pour lui, pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Et donc, on crée des espaces de liberté, les espaces de créativité, les espaces d'innovation. Plus les individus ont ces espaces, plus le travail est varié, plus l'individu se sent motivé par le travail. Donc, si le travail est coince, le travail met trop de clés, trop de cadenas, l'individu n'a pas de zone de réflexion, n'a pas de zone de liberté, le digital ne sert à rien. Un autre aspect de la réponse peut être aussi de jouer sur les paradoxes. Quelle est sa volonté d'échouer? C'est paradoxal ce que je dis, hein. Mais quelle est sa volonté d'échouer dans son projet? Parce que si il n'y a pas l'engagement du dirigeant, j'ai envie de dire, oui, il faut arrêter, très franchement. Parce que toute démarche de changement, et je me souviens il y a 15-20 ans, lorsque on parlait beaucoup de démarche qualité, alors c'est vrai que ça cassait les pieds à beaucoup de chefs d'entreprise, j'en ai connu beaucoup, qui disaient, oh, tiens, bon. Ils recrutaient quelqu'un, ils disaient, écoute, bon, ce type-là, il a une maîtrise, il a une licence, il va s'occuper de la qualité.
Et ce qu'on observait, c'est que ça ne marchait pas parce que les dirigeants n'étaient pas impliqués. Aujourd'hui, les démarches de transformation organisationnelle ou digitale, enfin, même si on considère que toute innovation entraîne, comme vous l'avez dit, une modification de l'organisation. Mais s'il n'y a pas un engagement du dirigeant, le processus n'aboutira pas. Et je crois que la vraie question, c'est de l'interpeller sur son souhait de voir le processus aboutir ou sur son souhait de ne pas le voir aboutir. Parce que derrière, il y a plein de raisons. Peut-être que il a entendu parler d'une démarche innovante, il se dit, mais tiens, avec ses copains, il en a parlé le week-end, et le lundi, il arrive et il en parle, et puis les gens pensent qu'il est engagé là-dessus, mais c'est simplement une idée qu'il a lancée. Ou il a une pression administrative parce qu'aujourd'hui, eh bien, les entreprises sont rentrées dans des démarches digitales quelquefois forcées, parce que quand vous devez déclarer votre impôt en ligne en tant que particulier, mais quand en tant qu'entreprise, vous devez faire un certain nombre de démarches, et là aujourd'hui, c'est absolument irréversible, ça, ce sont des contraintes imposées par la réglementation et qui contraignent l'entreprise à rentrer dans cette ère de digitalisation. Donc, il y a ces deux aspects-là. Il y a la contrainte de l'environnement et qui le pousse à faire quelque chose qu'il n'a vraiment pas envie. Et puis une démarche plutôt proactive où il considère les gains, comme disait Emmanuel, les gains de productivité, les avantages qu'il peut tirer de la situation. Et à ce moment-là, il va s'engager. Moi, ce sont ces deux leviers-là, mais je crois qu'il y a aussi l'instant de vérité. À un moment donné, poser la question, est-ce que vraiment vous avez envie de réussir ce projet? Ou est-ce que bon, l'échouer pour vous, ça n'a pas... C'est pareil même. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question, mais quand je suis confronté à ce genre de situation où je sens qu'il n'y a pas d'engagement, très franchement, oui, il n'y a pas d'énergie à donner. Il n'y a pas d'énergie à donner. Écoutez un peu, qu'est-ce qui se passe? Et pendant que vous êtes là, vous écoutez des choses, ces choses vous interpellent. Vous interpellent. Personne ne vous a obligé à venir ici, mais vous êtes venu de votre propre gré écouter un certain nombre de choses, d'idées. Ces idées peuvent aller dans le sens, en tout cas, vous faire réfléchir. Et cette réflexion vous poussera finalement, petit à petit, à dire, mais finalement, il y a un nœud. Il y a un nœud dans ce que je suis en train de faire, mais il faut que je dénoue la situation. Donc, ce que nous devons retenir, en tout cas d'essentiel, c'est que vous ne pouvez pas faire d'innovation si vous n'avez pas l'idée de rompre avec les habitudes. Il faut rompre avec les habitudes. Et si vous gardez vos habitudes et que vous voulez rompre, ça ne servira à rien, ça ne marchera pas, puisque les collaborateurs vont se rendre compte que c'est une farce. En fait, il veut savoir où il a de l'argent à dépenser. Il y en a qui achètent des logiciels très chers. Le logiciel arrive, on l'installe sur les ordinateurs et personne ne l'utilise. Tout simplement. Parce que le chef n'est pas convaincu. Le chef n'est pas porteur du projet. Il faut qu'il soit lui-même convaincu du projet. L'innovation, c'est un processus collectif. Vous ne pouvez pas être dans votre tête de dirigeant tout seul et puis y arriver le matin et dire « je vais innover ». Parce qu'on est dans le partage. On est dans l'interconnexion, dans l'interpellation, dans la disruption, dans l'enrichissement. Si je vous donne 1 euro et que vous me donnez 1 euro, on se retrouve avec combien d'argent? 1 euro, exactement. Maintenant, si je partage avec vous une idée, vous partagez avec moi une idée, on repart avec combien? Non. 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 Eh bien, Madame la Présidente, on repart avec un champ des possibles très ouvert. Oui, mais c'est parce que j'étais là, je suis bon élève quand même. Ouais, j'étais devant. Voilà, c'est pourquoi je vous ai interpellé. Voilà. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que quand on parle d'innovation, notamment lorsqu'on parle d'innovation de rupture, ça ne peut se concevoir que dans un espace, que dans une agora ou dans un espace où des gens acceptent de partager.
la semaine dernière, je conduisais avec une petite équipe un travail sur la prospective stratégique dans une entreprise publique. On a travaillé sur l'approche Marie-Noël Growth Mindset. J'ai été extrêmement surpris de voir que en 30 minutes, en ayant fait travailler des petits collectifs de 5-6 personnes maximum, chaque groupe avait un thème en lien avec la problématique de son organisation, de son entreprise. Des gens qui ne sont pas spécialistes. En Martinique, j'étais extrêmement surpris quand l'espace est créé, la protection est donnée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de critique sur l'idée. Et qu'on permet aux gens de rêver, donc d'être dans cet espace dreamer. C'est possible. Et la question que vous m'avez posée tout à l'heure, oui, les rencontres en groupe favorisent la créativité, favorisent l'innovation. Je ne l'ai pas évoqué, mais les millennials sont des personnes qui ont besoin de travailler ensemble. Ça crée un gap. En Martinique, j'entends des dirigeants, certains qui sont des copains, ils me disent bah, tiens, tu sais, là, les jeunes, là, bon, ils sont toujours sur le smartphone, etc., etc. Bon, bref. Mais là aussi, et j'aurais terminé là-dessus parce que le temps qui nous était parti est échu. Merci, Madame la Présidente, de me l'avoir fait observer discrètement. Merci beaucoup. Mais vous avez raison. Les espaces aujourd'hui, dans les organisations telles qu'on l'observe, eh bien, ne se prêtent pas encore. Donc, aller vers une digitalisation des entreprises, oui, Emmanuel a dit, c'est un outil permettant d'améliorer la productivité, mais ce n'est pas une fin en soi, à juste titre. Derrière, quel est le mindset, quel est l'état d'esprit qui va propulser, qui va accompagner ce changement-là? Et ce changement-là, il est incarné par le dirigeant porteur de sens. Et c'est ce que je souhaite que ces travaux permettent de porter, de soutenir, et d'autres résultats seront à venir. Madame la Présidente. Ah, une dernière question. Absolument, il y a eu une corrélation. Parce que si on n'a pas de cadenas, si on n'a pas de verrou partout, l'esprit d'innovation, hein, au sens vraiment schumpeterien du terme, c'est-à-dire que l'innovation entrepreneuriale, l'innovation qui permet à l'autre de se réaliser, de s'accomplir, n'est-ce pas? Cette innovation ne peut prendre racine que dans une relation empathique. Vous voyez? Et si entre le collaborateur et son dirigeant et son chef, si la relation n'est pas humainement acceptable, n'est-ce pas? C'est exécrable pour des raisons X et Y. Vous pouvez introduire toutes les innovations que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc, les postes de travail nécessaires pour accompagner la digitalisation, ces postes de travail qui sont de plus en plus empathiques ne peuvent être efficaces que si et seulement si cette relation entre le dirigeant et son collaborateur est une relation apaisée. C'est une relation libre. C'est une relation où chacun vient pour réaliser quelque chose dans l'intérêt du groupe. Car en fait, le collaborateur est là aussi pour le groupe. Le chef est là aussi pour le groupe. Les deux forment équipe. Mais l'équipe pour l'intérêt de qui? L'intérêt de l'entreprise. Au-delà de l'entreprise, de la région. Donc, favoriser l'innovation, c'est très bien, mais à condition que l'état d'esprit y soit.
Parce qu'il y a tout un héritage culturel, historique, que nous avons dans les rapports de relations humaines. Bon, mais il faut faire une rupture. Il faut faire rupture avec les données du moment. Il faut faire profiter de ces outils, qui sont des outils extrêmement importants, pour humaniser la relation de travail. C'est le moment de faire rupture avec vous. Merci beaucoup de votre participation et de votre intérêt. Ose Martinique, le futur s'entreprend aujourd'hui.